Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. L'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, a été désigné facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre de la crise qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Les chefs d'État de l'EAC ont pris cette décision à l'issue d'une réunion tenue à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Cela fait suite à un regain de tension entre les deux pays voisins, à savoir la République démocratique du Congo et le Rwanda. Quelles conséquences de cette reprise des tensions entre les deux pays voisins? Comment faire revenir le calme et la stabilité entre le Rwanda et la RDC, le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief en Centrafrique, Jean-Pierre Waboué est le nouveau président intérimaire de la Cour constitutionnelle. Celui qui était jusqu'ici le vice-président de l'institution remplace à ce poste Daniel Darlan, qui a été mise à la retraite par le président Touadéra, une décision jugée anticonstitutionnelle et non conforme à la légalité. Suite à cette décision, la Centrafrique entre isolement et impasse politique. Comment ramener la confiance entre la présidence centrafricaine et la Cour constitutionnelle du pays? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Daoud Tall, vous êtes éditorialiste et président du think tank Idées Sénégal. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent et merci également à mon co-débatteur Ousmane. Merci également M. Ousmane Sen. Vous êtes journaliste, analyste politique et directeur aujourd'hui de la radio universitaire de Dakar, UCAD-FM. Merci d'être là aussi avec nous. Merci à vous Daouda, merci à vos téléspectateurs et merci à M. Tall. Toujours un plaisir d'être à Média. Plaisir partagé. Et Daouda Tall, la récente percée des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo a provoqué un regain de tension entre Kigali et la RDC qui continue aujourd'hui d'accuser son voisin du Rwanda de soutenir les rebelles du M23. D'abord, quelle lecture faites-vous déjà de la situation entre les deux pays? Il y a quelque temps, avec la médiation de Luanda, on avait noté une certaine accalmie, mais depuis quelques semaines, on note une reprise aujourd'hui des hostilités avec une avancée aussi de ces rebelles du M23. Alors, c'est une situation, puisque vous suggérez de faire une lecture globale d'abord, on peut dire que c'est une situation qui dure depuis de nombreuses années. Ça, c'est la première observation. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais on sait très bien que la première guerre du Congo qui a consacré le départ de Kabila, pas de Kabila, pardon, de Mobutu, dans les années 96-97. Et depuis ce moment-là, de toute façon, on sent une présence donc rwandaise, même dans l'histoire, plus anciennement. Mais je m'arrête juste à cette période-là, si vous voulez, une présence rwandophone à l'est du Congo, de la RDC. Et la deuxième guerre du Congo également, qui s'est terminée en 2003, puisque rappelons-le, il y a eu une transition 2003-2006. Pendant cette transition-là, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. C'est par la suite, en 2006, qu'il a été élu. Mais pendant toute cette période-là, il y a eu toujours cette présence des Rwandais à l'est du Congo. Et l'instabilité de l'est du Congo, que ce soit nord ou sud du Kivu, on ne peut pas en parler véritablement sans parler de cette présence du Rwanda, des Rwandais. Alors, mais pourquoi cela semble poser autant de problèmes aujourd'hui? Alors ça semble poser beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que justement il fallait rappeler l'histoire pour comprendre ça, parce que ce sont des gens armés. Non, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ce soit le M23, on se rappelle de Laurent Nkunda qui était un vrai guerrier, qui dirigeait le CNDP à l'époque, qui est un rebelle Tutsi. Et par la suite, le M23, justement, quand il a été défait, a repris le combat. On ne peut pas en parler sans parler des FDLR notamment, qui sont, rappelons-le aussi, des rebelles
Hutus qui apparemment ont été impliqués pour l'essentiel dans le génocide du Rwanda. Pourquoi maintenant cette situation? Parce que lorsqu'il y a eu une phase de transition 2003-2006 au niveau de la RDC et lorsque Kabila a été élu pour la première fois en 2006, il a été proposé d'intégrer les gens qui étaient armés dans l'armée de la RDC. Rappelons-le, l'armée de la RDC a été pendant longtemps une armée difficile à commander, une armée, on va dire, indisciplinée pour l'essentiel, il faut dire les choses, parce qu'avec des exactions, des viols, des violences, surtout dans l'Est, et intégrer, rebâtir une nouvelle armée en RDC aurait pu être la solution pour résoudre de manière durable le conflit, l'instabilité à l'Est. Mais quand on a tenté d'intégrer les anciens rebelles des FDLR ou de M23 dans l'armée de la RDC, ça a été un échec. Et donc ces gens sont restés avec des armes et aujourd'hui continuent d'être manipulés par les différents États dans l'Est de la RDC. Et ce conflit est très complexe, on ne peut pas le lier, l'arrêter, en tout cas le résumer à un conflit entre la RDC et le Rwanda, ou entre Paul Kagame ou Tshisekedi. Non, parce qu'il y a eu plus de 8 pays impliqués. L'Ouganda, vous en avez parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ces 8 pays, on va revenir tout à l'heure sur l'implication de ces 8 pays et actuellement aussi les solutions qui sont en train d'être vues pour essayer de voir comment trouver une solution politique, en tout cas, à cette crise. Et Ousmane, selon l'ONU, depuis la reprise des combats le 20 octobre, au moins 50 000 personnes ont été obligées de quitter leurs habitations. 12 000 ont trouvé refuge en Ouganda. De son côté, le président angolais João Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine, a pour sa part aussi essayé de relancer le dialogue entre Kigali et Kinshasa, qui est un dialogue qui était au point mort entre les deux capitales. Déjà, quelle appréciation de la médiation aujourd'hui entreprise par João Lourenço, qui est médiateur désigné de l'Union africaine? Merci Daouda. Je pense que le problème de la RDC, c'est d'abord un problème d'adaptation des solutions. Parce que c'est un mal qui change de visage, qui change de camp, qui change de puissance, de force. Et à chaque fois, on veut proposer toujours le même remède, c'est-à-dire des négociations, l'enrôlement, le désarmement. Alors qu'en réalité, après l'enrôlement et le désarmement, la réinsertion pose toujours problème. C'est d'ailleurs ce qui a réveillé le conflit. Parce que lorsqu'on a signé les accords en 2009, on a intégré les soldats, mais à un moment donné, ils ont été à nouveau, après leur mutinerie, renvoyés encore et même gardés en Ouganda dans des camps. À un moment donné, ils ont encore repris les armes pour revenir. Maintenant, vous voyez qu'à chaque fois, on dit que va faire l'Union africaine, que va faire l'Organisation des Nations Unies, sans dire que va faire le peuple congolais. Le peuple congolais maintenant commence à se soulever en attaquant même des positions de l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer leur passivité par rapport donc au conflit. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours des cantonnements de l'ONU, mais qui n'empêchent jamais donc ces rebelles de faire des exactions, de faire des assauts. Et il y a des enjeux derrière. Parce qu'à chaque fois, on mène des négociations, il y a un médiateur, mais un médiateur qui s'adresse parfois à une seule partie parce qu'il est toujours difficile d'avoir la partie rwandaise qui également, il faut le dire, compte beaucoup sur cette partie du Congo par rapport à ses richesses, parce que c'est la partie la plus pauvre du Congo aujourd'hui, alors que c'est le territoire le plus riche. Parce qu'il y a toujours, n'oubliez pas quand les rebelles occupent ces positions-là, il y a des trafics de tout genre. Et il y a des richesses donc, qui quittent toujours la RDC pour aller vers d'autres pays. Également une zone riche en ressources naturelles et autres ressources extractives. Elle l'a rappelé tout à l'heure, il y a le pays à 9 frontières donc, avec des pays différents. Et à un moment donné, on a pensé que chaque pays a pensé qu'il devait avoir une parcelle de gloire et une part de richesse. Sur ce point-là qu'a soulevé aujourd'hui Daouda Tall, quelle implication aussi des autres pays environnants dans cette crise-là qui va au-delà simplement du Rwanda et de la République démocratique? Parce que le problème est que chaque pays, après la guerre, les différentes guerres d'ailleurs du Congo, chaque pays maintenant est venu s'installer et pense qu'il doit aussi avoir sa part des richesses du Congo. D'ailleurs, c'est le Rwanda qu'on désigne à chaque fois. Donc, ériger cette partie du Congo comme une zone de no man's land. No man's land, de sorte que maintenant, moi je taquine souvent en disant que le jour où la paix va se lever à l'Est,
c'est le jour où la partie est du Congo n'appartiendra plus à l'ouest parce qu'au reste du Congo, parce que c'est occupé par d'autres pays. Et c'est le Rwanda qu'on désigne à chaque fois parce que c'est le Rwanda qui est peut-être la partie la plus visible et la plus violente parfois parce qu'avec les exactions du M23. Mais en vérité, d'autres pays également tirent les ficelles parce que toutes les richesses qui passent par cette voie donc occupée par les forces rebelles ne vont pas directement donc toujours au Rwanda. Et tant que maintenant il y aura ces enjeux, cette richesse-là qui va profiter à d'autres pays, la guerre ne va jamais finir. C'est pourquoi quand on veut régler le conflit entre le Rwanda et la RDC, on fausse carrément donc la démarche. L'approche aujourd'hui, je pense, qui pourrait ramener la paix, c'est impliquer tous les 9 pays qui ont des frontières avec la RDC. Parce que n'oubliez pas que la RDC, c'est une immensité, mais c'est aussi une immensité de difficultés, parce que c'est un pays très riche, c'est un pays très vaste, difficile à contrôler. Le président même s'aventure rarement dans ces zones de conflit, alors que les gens parlent toujours donc de vouloir régler la question sans impliquer d'ailleurs les véritables acteurs de la guerre. Parce que l'ONU vient toujours avec des solutions. L'implication de ces véritables acteurs, c'est ce qui est en train d'être fait avec la communauté économique de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, je l'ai rappelé tout à l'heure, ils ont tenu une réunion en marge du sommet de la COP 27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte, où des décisions aussi sont sorties concernant cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et dans le cadre de la subsidiarité aujourd'hui, entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine, les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une solution politique commune, seule voie durable à la sécurité dans l'Est de la RDC. À cet effet, ils ont porté leur choix sur l'ancien président, je l'ai rappelé dans mon introduction, du Kenya, Uhuru Kenyatta, pour aujourd'hui être le facilitateur de l'EAC. Une mission déjà qu'il avait démarrée, si je peux l'appeler ainsi, quand il était président, puisqu'il y a eu des rencontres également qui avaient été accueillies par le Kenya pour essayer de ramener les deux parties aujourd'hui à voir comment se retrouver. Selon vous, quel défi déjà attendent le nouveau facilitateur aujourd'hui de l'EAC en la personne du président ou de l'ancien président Uhuru Kenyatta? Bon, faut pas se leurrer. À mon avis, on ne peut pas en attendre une solution durable de la crise. Pourquoi? Parce que l'East Africa Community elle-même ne fonctionne pas de manière optimale. Ici, parmi les organisations régionales africaines qui fonctionnent à peu près bien, c'est vraiment la CEDEAO, malgré les tracasseries, où vous avez vraiment une cour de justice, où vous avez une libre circulation des biens et des personnes, où vous avez un certain nombre, quoique, malgré tous les problèmes qu'il y a. C'est vous dire l'état de la situation en Afrique au niveau des organes régionaux. Pour citer un exemple, il faut citer la CEDEAO, et on sait que la CEDEAO a d'énormes difficultés, donc c'est un problème. Donc pour moi, cette communauté régionale n'arrivera pas à une paix durable. C'est clair et net parce qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui tirent les ficelles derrière. Et puis la RDC est dans une situation un petit peu complexe. La RDC est à la fois au centre et parle avec l'Est. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez le cas de la CEAC. Alors, déjà dans cette région, il y a tellement d'intérêts entre... pourquoi, par exemple, on ne parlerait pas de la CEAC et l'implication du conflit? Parce que le conflit a énormément de ramifications. Donc pourquoi l'EAC et pourquoi pas la CEAC? Vous voyez, donc tout ça, ce sont des grandes questions à se poser pour simplement, on n'a pas le temps de développer trop ici, mais pour simplement vous dire qu'il n'y a pas un organe homogène. La RDC est prise entre plusieurs feux. Voilà, à cause de ses ressources, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc je ne pense pas qu'il y ait une organisation régionale qui puisse régler le conflit. Maintenant, on peut monter un peu plus haut, peut-être au niveau de l'Union africaine. Et on sait très bien que l'Union africaine a des problèmes aussi à ce niveau-là, des problèmes de leadership déjà, des problèmes d'entente. Bon, là aussi, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais on ne peut pas... Je prends juste un exemple, le cas de la Russie, la guerre en Ukraine. Vous avez des positions qui sont différentes au sein de l'Union africaine. Si vous prenez, par exemple, l'Algérie et le Sénégal ou le Maroc, n'auront peut-être pas la même position, etc. Et il y a plein de cas comme ça. Et donc, une Union africaine complètement divisée dans le fond, avec des forces étrangères qui sont là. Dans le cas de la RDC, on a plusieurs forces qui sont présentes également, plusieurs entreprises multinationales. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas de solution
durable de la part d'une organisation régionale et même de la part de l'Union africaine parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. De solutions politiques ou bien aussi d'une possibilité de solution militaire, puisque les États de l'AAC également ont annoncé la mise sur pied en tout cas d'une force régionale, une force régionale qui va voir aussi comment appuyer aujourd'hui l'armée ou bien les forces armées de la RDC dans cette partie est-là. Il y a même le quartier général, si je peux l'appeler ainsi, de cette communauté de l'EAC qui a été installée à l'est, d'ailleurs à Goma plus particulièrement. Mais le problème de ces forces-là, on l'a bien vu dans la lutte contre le terrorisme. Le problème de ces forces-là, c'est qu'elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les capacités opérationnelles, elles seront mises en déroute. Si le M23 arrive à résister et même les FDLR face à la MONUSCO, à la mission des Nations Unies, a fortiori une force qui devrait aller quémander de l'argent ou être formée par des forces internationales. Donc il ne faut pas se leurrer. Et d'autant plus qu'en RDC, c'est un cas particulier parce que la mission des Nations Unies, d'ailleurs, c'est là que la mission en Afrique, c'est le témoin, c'est un exemple particulier parce que cette mission avait même la possibilité d'utiliser la force à un moment donné parce que les exactions étaient tellement compliquées, tellement graves que cette mission a eu, les Nations Unies ont doté de cette mission d'un pouvoir un petit peu spécifique qu'on ne voit pas par ailleurs parce qu'ailleurs au Mali ou ailleurs, on est en observation. Et c'est d'ailleurs ce que demande l'actuel président en exercice de l'Union africaine, un cas pareil, c'est-à-dire que sur tout le territoire, en tout cas du continent africain, que ces missions-là de maintien de la paix des Nations Unies soient revues aujourd'hui, surtout la question de leur mandat, qu'il y ait possibilité pour ces missions également d'intervenir dans les localités. Ce n'est pas la solution, Daouda. Pourquoi ce n'est pas la solution? Parce que la solution, c'est encore une fois de plus, même si on donne la possibilité aux missions des Nations Unies d'intervenir, de pouvoir utiliser la force légitime comme dans le cadre d'un État, mais ça ne marchera pas, ça ne fera qu'augmenter le degré de dépendance des pays vis-à-vis de l'extérieur. La souveraineté, elle doit être acquise et elle doit être gérée, exercée par le peuple, mais avec des moyens de défense. Mais ces forces onusiennes-là ne fonctionnent pas seules également. Ces forces onusiennes-là ne sont pas des forces, par exemple, avec une nationalité bien définie. Il peut y avoir des Sénégalais, des Burkinabés, des Français. Mais des Pakistanais, des Bangladais. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est des gens qui ne connaissent pas le terrain. C'est des gens qui arrivent là et qui ne parlent même pas la langue. Et même quand ils sont formés, c'est des soldats qui ne sont pas adaptés vis-à-vis du contexte, si vous prenez un Pakistanais, comme vous le dites, ou des éléments de l'armée du Bangladesh, etc. Et on le voit sur le terrain, c'est un échec. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de trouver une solution intra-africaine, effectivement. Et celle-là, malheureusement, on ne l'espère pas trop au niveau des organes régionaux, peut-être au niveau de l'Union africaine, et au niveau de l'Union africaine, ça paraît compliqué. Donc, il faut s'asseoir autour de la table. Moi, l'élément qu'il faut quand même comprendre qui complique la donne, c'est que aussi l'armée de la RDC, en plus d'avoir été habituée à mener des exactions parce qu'il y a eu une période longue de guerre à l'Est, notamment, cette armée est composée de différentes de militaires issus de différentes origines, si vous voulez. Tout à l'heure, je vous parlais de la réintégration à l'Est de combattants ou Tutsis dans l'armée de la RDC. L'armée de la RDC est composée comme ça, pour en partie en tout cas, ce qui a permis à Kabila père de prendre le pouvoir. Il a été aidé par des soldats venus d'ailleurs, des autres pays, justement, ceux qui avaient intérêt à ce que Kabila père s'installe au pouvoir. Et ces gens-là, quand ils ont réussi et ensuite le fils s'est installé, ils voulaient aussi leur part du gâteau. À un moment donné aussi, il fallait les intégrer dans l'armée, sinon c'est des forces qui auraient pu être plus fortes encore que l'armée congolaise elle-même. Des solutions immédiates qui, à la longue, aujourd'hui, semblent avoir créé d'autres problèmes. Et vous avez parlé tout à l'heure aussi de la question des financements, la question des ressources propres aujourd'hui au continent. Par rapport à cela aussi, cette communauté de l'EAC tente d'apporter des solutions avec, pour l'instant, en tout cas, des engagements de pays comme le Rwanda, l'Ouganda ou le Kenya qui comptent contribuer dans un fonds spécial aujourd'hui, un fonds spécial destiné au processus de paix et à l'opération
rationalisation de cette force régionale qui pour vous n'est pas la solution. Déjà, que pensez-vous de la gestion de cette crise-là, Ousmane, par cette communauté-là aujourd'hui de l'EAC, même si aussi l'Union africaine joue son rôle avec la médiation entamée par le président angolais? Daouda a bien tracé les prémices d'un échec. Je pense que, côté militaire, je pense que l'échec est déjà là, parce qu'en vérité, je pense qu'on a vécu ici la question du G5 Sahel, qui est tombé à l'eau à cause d'un problème de financement. On a vécu la question actuelle de la Guinée-Bissau, où les forces sont donc financées par les Nations Unies. Toutes les forces intérimaires des Nations Unies, que ce soit au Liban ou partout ailleurs, ce sont les Nations Unies ou bien l'Union européenne qui cotisent. Mais en vérité, si l'Afrique veut prendre cette question, alors que nos pays peinent même aujourd'hui à se gérer eux-mêmes même à leur niveau pour financer même leur développement, ça va encore poser problème et c'est un échec. Je pense qu'on en avait fait un défi international et on a vu que les puissances internationales ont réagi à travers notamment l'Organisation de l'Unité africaine. On veut en faire maintenant un défi africain au point que même récemment on a chassé le représentant des Nations Unies en RDC, on a chassé récemment un journaliste, peut-être pour écarter les facteurs exogènes, mais en vérité les facteurs endogènes sont beaucoup plus importants parce que le M23 c'est aussi un instrument de négociation pour le Rwanda. Parce que les zones occupées aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de manque de volonté politique, Ousmane? Je donne juste un exemple. Pour le cas de la CEDEAO, quand il s'agissait aujourd'hui de faire partir quelqu'un comme Yahya Jammeh qui avait perdu les élections et qui refusait aujourd'hui de partir, aujourd'hui ils ont trouvé les moyens de mettre sur pied une force qui a quand même contribué, même si ce n'était pas par les armes, à faire partir Yahya Jammeh. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de manque de volonté politique de la part de ces États ou de ces communautés régionales? Ce n'est pas un manque de volonté politique, mais en vérité, c'est une question de parrainage, de puissance, parce que je dis souvent que Marseille n'est pas Paris. Ceux qui avaient chassé Yahya Jammeh ne peuvent pas chasser aujourd'hui les rebelles de M23. Les premières déclarations des rebelles après leur mutinerie, ils avaient dit que nous pouvons tenir une guerre de 5 ans et que nous allons réussir à repousser l'armée. Et ils l'ont montré, hein. Ils ont chassé l'armée, ils ont occupé actuellement des territoires. Ils sont en train de repousser les forces armées congolaises. Aujourd'hui, une force africaine qui sera stationnée en RDC, un territoire vraiment immense, le deuxième après l'Algérie en Afrique. Et cette immensité, comment on peut gérer pour des forces armées qui peinent aujourd'hui même à gérer la question malienne? À mon avis, je pense que là aussi, c'est déjà un échec. La question des négociations aussi, à mon avis, des médiateurs. Il y a des médiateurs naturels de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale. Mais en vérité, il faut qu'il y ait encore des arbitres neutres. Parce que maintenant, il y a certains pays même qui sont voisins de la RDC, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui gagner la confiance du président Tshisekedi. Il y a certains pays également qui, à chaque fois qu'ils entendent que c'est le voisin qui sera médiateur, alors qu'ils ont la même frontière, ils se prennent pour des médiateurs naturels et ils peuvent même saboter parce que toutes les forces ne viennent pas en vérité du Rwanda. Et M. Tal l'a rappelé tout à l'heure, pour vous dire que la question est tellement complexe qu'il faut aujourd'hui non seulement adapter les solutions, mais trouver d'abord les moyens de financer les solutions, ensuite trouver les véritables médiateurs qui peuvent aussi régler la question parce que la RDC ne fait pas confiance à tous ses voisins. Et on reste avec le M23 qui est à l'origine de tout cela également, qui est aujourd'hui à l'origine de cette tension, je le rappelle, entre la RDC et le Rwanda. Le mouvement qui est apparu dans la région il y a une dizaine d'années a déjà provoqué la grande crise du Nord Kivu. À l'époque, il a réussi aussi à prendre la ville de Goma en 2012. Les rebelles avaient perdu en 2013 pour disparaître en Ouganda, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et depuis quelques mois, ils sont réapparus et commencent à gagner de plus en plus du terrain et même à faire reculer les forces armées de la RDC. Déjà, pourquoi cette reprise des hostilités maintenant, aujourd'hui, cette reprise des hostilités du M23 vis-à-vis des forces armées congolaises? Parce qu'ils ont vu l'intérêt qu'il fallait d'abord qu'ils essaient dans un premier temps de se repositionner. Et ils ont reconquis donc une bonne partie du territoire. Ensuite, la question de l'enrôlement, ils ont vu qu'à chaque fois, on enrôle, mais on ne fait pas totalement confiance à ces soldats. Parce que l'armée est hétéroclite. Tal l'a rappelé tout à l'heure. Une armée hétéroclite, maintenant, les gens se surveillent. Ces gens-là, ils ont été tolérés dans l'armée, mais ils n'ont pas jamais été acceptés. Et on sait ce que ça donne souvent quand il y a mutinerie militaire. On sait comment le Kabila père a été tué. Et par la suite, donc, on a vu que depuis la mutinerie des éléments du M23, la RDC veut les tenir à distance. Et c'est ce que maintenant ces éléments veulent refuser catégoriquement. Et leur façon insistante aujourd'hui de vouloir regagner l'armée
peut-être cache quelque chose, un projet, un agenda caché. C'est pourquoi d'ailleurs Tshisekedi ne fait pas totalement confiance à la question de la réinsertion cette fois-ci. Parce que ça a échoué dans un premier temps. Juste pour quelques minutes, Daouda Tall, le voisin rwandais qui continue toujours aujourd'hui à nier une certaine proximité ou implication avec cette rébellion du M23. Selon vous, quelle solution aujourd'hui face à ce regain de tension entre les deux voisins? Bon, il peut le nier, mais on sait très bien que d'un point de vue politique, ils sont quand même proches. Le M23 revendique le M23 c'est une force alternative par rapport au génocide. Enfin, la même revendication politique. C'est des Tutsis également. Bon, voilà. Donc, on voit mal comment Paul Kagame chasserait le M23. Voilà, même s'il nie un soutien, on sait très bien que... Voilà. Quelle solution face à ce regain de tension entre les deux voisins, RDC et Rwanda? Mais la solution, c'est s'asseoir autour de la table. C'est que les deux présidents qui tirent les ficelles derrière, on le sait, qui tirent les ficelles derrière, s'assoient et qui se tiennent un langage franc, un langage politique panafricain même, j'allais dire, franc et sincère, et manifestent véritablement leur volonté d'aller vers une paix durable dans la région, tout simplement. Aller vers une paix durable, s'asseoir autour de la table. Un pays également comme la Centrafrique en a besoin. Un pays où actuellement le pays connaît une certaine impasse politique suite à la mise à la retraite de la présidente de la Cour constitutionnelle qui a été remplacée par son vice-président. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau du débrief pour la seconde et dernière partie de votre émission. Ousmane Sène, en septembre dernier, la Cour constitutionnelle centrafricaine a annulé les décrets visant à créer un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. L'opposition avait saisi la Cour pour éviter qu'une loi fondamentale autorise au chef de l'État à briguer un troisième mandat, parce que la Constitution est claire là-dessus. C'est que le président actuel, en tout cas, ou bien que la question des mandats aujourd'hui en Centrafrique est limitée à 2 et que nul ne peut faire plus que ces 2 mandats-là. Pour beaucoup, cela signifie, autant pour moi, cela justifie la mise à la retraite de la présidente de la Cour constitutionnelle en la personne de Mme Danielle Darlan. Vous déjà, quelle lecture faites-vous de cette situation, cette impasse aujourd'hui qu'il y a, surtout le conflit qu'il y a eu entre le président aujourd'hui, Touadéra, et la Cour constitutionnelle? Ce n'est pas nouveau en Afrique parce que la Cour constitutionnelle, c'est la Cour la plus fondamentale, comme on dit, la loi fondamentale, mais c'est la Cour aussi qui subit plus d'interférences de l'exécutif. Et cette interférence vient du fait que toujours, c'est des gens qui sont choisis parfois par les pairs. Et on parle aussi de l'inamovibilité de ces juges. Contrairement aux autres juges où on peut évoquer la question de la nécessité de service, eux, ce sont des juges inamovibles. Mais en vérité, il y a toujours une capacité d'interprétation qui fait qu'à chaque fois, d'ailleurs, c'est pourquoi les citoyens ne sont pas toujours d'accord avec ces juges. Parce que parfois, il y a des gens qui sont nommés et ils montrent peut-être une volonté de travailler avec le gouvernement. Et dans ce sens-là, c'est des gens qui ont toujours une idée d'être utilisés par le pouvoir. À un moment donné maintenant, quand il s'agit maintenant de la reddition des comptes, pour dire qu'à la place donc de défendre, maintenant ils défient le pouvoir. Et cette idée aussi vraiment des juges en Afrique pose problème au point qu'on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi, parce qu'à chaque fois ils viennent évoquer donc la question de l'immobilité et pourtant au départ, c'est des gens parfois donc qui défendent les lignes du pouvoir et à un moment donné, ils se retournent aussi contre le pouvoir qu'ils défient au point qu'il est difficile aujourd'hui de trancher. Mais est-ce que ce que vous développez ne pose pas aussi un sérieux problème aujourd'hui de séparation des pouvoirs? Quand on parle aujourd'hui d'une Cour constitutionnelle et de défendre les intérêts du pouvoir exécutif, est-ce qu'il ne se pose pas un sérieux problème de séparation des pouvoirs? Vous voyez, la Cour constitutionnelle, c'est la cour presque qui arbitre en matière électorale. Et on l'a vu un peu partout en Afrique. Certains présidents même parlent de tailleurs constitutionnels parce que c'est des gens qui ont toujours la capacité d'interpréter les textes en faveur du pouvoir. Et on a vu que par rapport à ces 2 décisions, de mettre fin donc à la loi sur le Songa Coin, avec donc le Bitcoin en Centrafrique, ensuite de la réforme donc de la Cour constitutionnelle, vite le pouvoir donc a pris un décret pour mettre fin aux fonctions d'une personne qui a été choisie par des pairs, qui n'a pas été nommée par le pouvoir.
Pour vous dire donc la puissance. Et pour justifier cela, le pouvoir a avancé son âge. Donc, au lieu de mettre fin, ils ont plus parlé d'une mise à la retraite au vu de son âge. Et pourtant, elle était toujours là. Et tant qu'elle répondait donc favorablement aux actes posés par le pouvoir, elle pouvait faire encore plusieurs années à cette place pour vous dire qu'il y a toujours une capacité de manipulation et surtout un problème d'indépendance de la justice. C'est pourquoi à chaque fois qu'on pose un verrou en Afrique, c'est pour verrouiller par rapport à des réformes à venir. On peut prendre par exemple l'exemple du pouvoir qui vient dire que désormais donc pour les questions d'indépendance et de la sérénité du juge, on peut poursuivre un journaliste par rapport donc à des secrets de délibération. Pourtant, on pose ce verrou pour en cacher d'autres, pour vous dire qu'en matière de justice en Afrique, le problème de l'indépendance se pose surtout entre les pouvoirs. Parce que parfois le judiciaire est au service de l'exécutif au point qu'on puisse comprendre qui est qui et qui fait quoi. Parfois aussi, c'est l'exécutif qui commande carrément le judiciaire parce que dépendant toujours du parquet, c'est-à-dire du ministère de la Justice. Un sérieux problème de séparation des pouvoirs, mais aussi d'interprétativité de nos lois. Et pour ce qui est de la concernée Daouda Tall, Daniel Darlan, dans une lettre adressée au président Tshisekedi, je la cite, 2 juges désignés en violation de la Constitution siégeront à la Cour constitutionnelle. Ils seront illégitimes. Ceci aura des conséquences lourdes pour la Cour, son fonctionnement, sa crédibilité et même sa légitimité. Selon vous, quelles conséquences aujourd'hui de cette décision du président Touadéra concernant la Cour constitutionnelle centrafricaine? Écoutez, oui, une Cour constitutionnelle qui fonctionne de manière illégitime ne peut que prendre des décisions illégitimes. C'est clair et net. Parce que, et pour comprendre ça, effectivement, on revient sur la mise à la retraite du juge de la professeure Daniel Darlan. Elle est professeure universitaire. Elle a, comme Sen l'a dit, Ousmane, c'est ça, hein? Oui, pardon. Elle est choisie par ses pairs. Donc, quelque part, ça garantit une certaine indépendance. Maintenant, mettre à la retraite un juge alors que elle n'est pas dans le cadre d'une hiérarchie. Et sans consultation aussi de ses pairs qu'il avait dit. Mais même avec consultation, l'inamovibilité du juge est là. Même si on avait consulté ses pairs, elle devait aller jusqu'au terme de son mandat de 7 ans, c'est-à-dire en mars 2024. Point barre. Et c'est d'ailleurs ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Pourquoi? Parce que elle n'est pas là pour représenter les magistrats. Elle n'est pas là pour continuer sa carrière. Elle est là parce qu'elle a été choisie comme juge constitutionnel. Regardez, c'est comme si vous me dites quelqu'un à la retraite ne peut pas être nommé président du conseil d'administration d'une société d'État. On voit tous les jours dans les différents États africains des personnes qui ont 70 ans et qui sont nommées à des fonctions. Et pourtant, qui sont déjà à la retraite. Voilà, et là encore, c'est même... je veux dire, un juge constitutionnel, c'est même pas comparable. On ne doit pas y toucher avant la fin de son mandat. Et quelles conséquences de cette décision? Mais c'est l'illégitimité des décisions et même de la composition de la Cour. Parce que, évidemment, il est prévu des cas où le juge peut être remplacé, décès, empêchement d'émission, me semble-t-il. Mais on n'est dans aucun de ces cas-là. C'est comme si on vous dit, par exemple, vous prenez le cas du Sénégal ou dans notre pays, mais je prends le cas du Sénégal, par exemple. On vous dit, un des juges du Conseil constitutionnel qui a dépassé l'âge de la retraite ne doit plus être là. Est-ce que c'est logique? Non, il n'y a aucune logique. Donc, on les appelle des sages pour être sages. Souvent, même ce que l'on voit, que ce soit dans l'armée ou bien pour certains juges, c'est qu'ils comprennent un décret spécial aujourd'hui pour créer une prorogation de l'âge de la retraite de certains magistrats. Comme ça, ces juges qui sont concernés aujourd'hui par cette catégorie entrent directement ou bien sont concernés par ces décrets. Mais oui, on les appelle des sages. Mais pour être sage, il faut avoir vécu un certain nombre de choses, peut-être même au-delà de la retraite. Hein? Donc, pour moi, il n'y a aucune raison que la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame la professeure Daniel Darlan, soit mise à la retraite. Et elle n'est pas la seule. Hein. Il y a aussi le juge Bango, notamment Trinité Bango. Donc, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Le mandat est de 7 ans.
Et ils doivent rester en place, hormis les cas où on peut considérer qu'ils ne doivent pas siéger ces juges, décès, empêchement, démission, etc. Bon, bref, c'est ces 3 cas-là principalement. C'est clair qu'il y a cette volonté derrière le fait que ça a été retoqué, la volonté du président Faustin-Archange Touadéra a été retoquée de changer la constitution pour se représenter en 3e mandat. C'est un député qui est mis en avant pour porter ce changement. Et surtout que la décision aujourd'hui de mettre à la retraite Mme Danielle Darlan est intervenue aujourd'hui après le rejet ou bien l'invalidation des décrets ayant désigné aujourd'hui le comité de rédaction de la nouvelle constitution. Et après la mise à la retraite de Mme Darlan, c'est son vice-président, à la personne de Jean-Pierre Ouaboué, qui a été désigné comme président intérimaire de la Cour constitutionnelle. Déjà, quelle lecture faites-vous de ce choix du président Touadéra? Bon, le choix, c'est le sien. Moi, je n'ai pas de lecture spécifique à faire. Et c'est le choix. Je constate que c'est pas normal de mettre à la retraite la présidente de la Cour constitutionnelle. Après, le choix, je n'ai pas à le commenter, mais il a ses raisons et peut-être que ça l'arrange. Mais ce qui est le plus important, revenir là-dessus, c'est la République centrafricaine a connu toute une histoire récente. C'est-à-dire, il y a eu une guerre civile, on le sait depuis Bozizé et Diotodia, Proseleka Antibalaka. Ensuite, il y a eu le forum de Bangui en 2015, et ça, c'est une date très marquante. On ne peut pas comprendre l'histoire qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, en République centrafricaine, sans revenir sur le forum de Bangui. Le forum de Bangui, ça a été tout le peuple qui s'est mis ensemble pour réfléchir sur une nouvelle constitution. Tout le peuple. Il y avait Catherine Samba-Panza, la transition, et c'est comme les conférences souveraines nationales qu'on a connues dans les années 90, où vraiment il fallait se doter d'une nouvelle constitution. Le forum de Bangui, les gens ont parlé, ont discuté, ont échangé, toutes les forces vives, et on est arrivé à une constitution, c'est cette constitution de 2016, mars 2016. Mais c'est la constitution la plus complète que la République centrafricaine, certainement, ou l'une des plus complètes que cette République centrafricaine n'ait jamais eue. Parce que tout le monde était là. Et ensuite, c'est ce qui a permis, cette constitution-là, a permis de terminer, après la transition, d'élire Faustin-Archange Touadéra, aujourd'hui réélu. Donc, qu'est-ce qu'il a contre ce président Faustin-Archange Touadéra, contre cette constitution qui est une constitution normale, légitime, du peuple, élaborée de manière légitime. Je termine juste là-dessus, s'il vous plaît, du peuple. Et la constitution, là, elle est claire, celle de mars 2016. Elle est claire dans le sens où le nombre de mandats est limité et la durée du mandat. Et cette constitution ne s'arrête pas là. Elle dit également que à la fois la durée et le nombre de mandats ne peuvent pas être révisés. C'est verrouillé. Alors pourquoi présenter une révision à ce moment-là? Même par voie référendaire. Voilà, clairement. Et s'il faut, la Constitution peut être changée, parce qu'elle s'adapte à son temps aussi. Mais là, si on change de constitution, changer une constitution, ce n'est pas la même chose que réviser une constitution. Dans ce cas-là, on enlève cette constitution, on refait un forum de Bangui. Mais là, réviser, ce n'est pas possible. La Constitution l'interdit. Et souvent, pour adapter une Constitution, c'est la révision, alors que les points qui intéressent aujourd'hui le président Faustin-Archange Touadéra ne sont pas des questions qui peuvent être révisées. Mais aujourd'hui, Ousmane Sène, est-ce que ces décisions, ou bien ces différentes décisions, puisque là, on peut dire que c'est une autre décision, mais il y a d'autres actes qui ont été posés jusque-là. Est-ce que cela ne confirme pas davantage les accusations de l'opposition et d'une bonne partie de la société civile centrafricaine, à savoir le fait que le président Touadéra veut forcer aujourd'hui un 3e mandat ou une 3e candidature? Et puis, il faut le craindre et on n'a même pas besoin de parier pour savoir qu'on va encore vers des difficultés en Centrafrique, notamment même des batailles donc fermes pour défendre la Constitution, parce que le forum de Bangui qu'a rappelé tout à l'heure Daouda Tall avait jeté les bases d'une république et tout le monde l'avait accepté à l'époque. Tout ce qui devait être changé devait à nouveau émaner donc du peuple. Mais aujourd'hui, si le président pense qu'il peut aujourd'hui réformer pour pouvoir se représenter, déjà il y a des problèmes. Et le président, depuis quelque temps,
se lance sur cette voie, au point que même il est prêt à défier n'importe quelle force à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Non, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, ils ont même mis fin au décanat. Oui, au décanat qui est lié à la France. Hein, pour le doyen donc, des diplomates. Pour vous dire que le président aujourd'hui est sur une voie qu'il balise, et seul avec ses partisans, pour pouvoir se représenter. Et là, je pense que ce sera lourd de conséquences. Parce qu'en vérité, même la fonction publique, ou bien la fonction... Mais on l'a vu, presque tous les présidents du Conseil constitutionnel au Sénégal ont déjà été à la retraite. C'est-à-dire la fonction publique ou bien la fonction n'a rien à voir avec l'âge de la retraite. Et là, je pense qu'il l'a fait parce qu'il était en train donc de poser des jalons et que le professeur Darlan n'a pas du tout souhaité. D'ailleurs, le professeur Darlan aujourd'hui, si elle propose aujourd'hui d'être professeur émérite pour travailler pour l'université sans être payé, je sais que l'État va l'accepter. A fortiori maintenant, si elle veut travailler pour le pays, à mon avis, ce n'est pas une raison qui peut justifier donc aujourd'hui la mise donc à la retraite du professeur Darlan. Et le danger est qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui des forces vives en Centrafrique qui ne vont pas encore à nouveau accepter. Et ça pose toujours le problème des constitutions en Afrique. Parce qu'on parle toujours de verrou. Et c'est d'ailleurs le cas avec l'opposition déjà centrafricaine réunie au sein du bloc démocratique pour la reconstruction de la Centrafrique, BDRC, qui dénie aujourd'hui à Ouaboué la qualité de président de la Cour constitutionnelle pour défaut de légitimité. Mais est-ce que cette situation ne risque pas d'être à l'origine de nouvelles tensions, surtout politiques, dans le pays, si l'on sait d'où vient ce pays-là, qui est la Centrafrique? Les tensions sont toujours là-bas, parce qu'en Centrafrique, c'est un pays, comme je dis, les choses passent vite du blanc au noir et à tout moment, ça peut à nouveau donc éclater. Parce que même au niveau de l'université, on a tenté de remettre encore le poste à l'université en jeu, mais ils n'ont pas réussi à trouver quelqu'un pour remplacer le professeur Darlan. Ils ne se sont pas entendus et il a nommé. Et déjà, le fait de nommer, déjà, ça pose problème au niveau de la Constitution parce que là, je sais que la compétence et la récompense ne sont pas les mêmes et je pense que la nomination relève de la confiance et cette confiance donc attend toujours d'être sanctionnée positivement. Et les forces politiques non seulement ne vont pas accepter, mais vous savez qu'il y a des cellules dormantes vraiment en Centrafrique, notamment après la guerre civile. Il y a toujours des forces armées, il y a toujours des groupes armés, il y a une opposition aussi qui se dresse toujours face au pouvoir, au point que ça peut à nouveau éclater et ce sera pire parce que cette fois-ci, les gens se sont préparés à cette situation. Parce que Touadéra est la seule personne qui pouvait sauver aujourd'hui la Centrafrique en respectant ses 2 mandats et en essayant vraiment de laisser la place aux autres, d'organiser des élections transparentes, régulières et permettre au peuple centrafricain de continuer sur cette voie donc pacifique parce qu'on a vu comment le pouvoir se passait maintenant entre les mains au niveau donc de la Centrafrique. Pour dire qu'aujourd'hui, il pose aujourd'hui des jalons qui pourront à nouveau plonger la Centrafrique dans la violence et l'histoire retiendra qu'il a été la belle parenthèse qui devait sauver la Centrafrique et qui a finalement donc tout bousillé pour mettre le pays encore dans... Et si on reste sur cette question de mandat, Daouda, vous aviez tout à l'heure commencé à développer sur la constitution de 2016 que veut réviser le président Touadéra, une constitution qui, vous l'avez rappelé, a été rédigée à l'issue de la transition dirigée par Catherine Samba Panza. Cette charte fondamentale avait à l'époque pris en compte les différentes préoccupations des Centrafricains à l'issue du forum de Bangui, mais également même les perspectives aujourd'hui pour le pays. Donc pourquoi 6 ans plus tard, le président Touadéra est coûte que coûte décidé aujourd'hui à vouloir réviser cette constitution qui quand même semblait être une constitution même en avance par rapport à son époque? En avance par rapport à son époque et en avance par rapport à beaucoup de pays africains. Paradoxalement, c'est un pays qui est instable encore, mais qui a réussi à sortir un joyau. C'est cette constitution, parce que la manière fédératrice, inclusive dont ça s'est fait, vraiment, le forum de Bangui, c'est un exemple, même pour des pays stables aujourd'hui. Voilà, donc c'est dommage d'en arriver là, c'est le goût du pouvoir. Et d'ailleurs, Ousmane parlait tout à l'heure des cellules dormantes, etc. Et même la société civile aussi, une bonne partie de la société civile n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, je reviens sur un élément. Il y a un autre professeur qui a appelé à mettre en place un conseil de résistance et de transition. Celui-là, moi, je le connais bien parce que c'était mon collègue éditorialiste comme moi. On était au même poste sur la chaîne Africa 24 à Paris.
On a eu des années de débats comme ça. C'est le professeur Jean-François Akanji Kombe, qui est ancien doyen de la fac de Caen, professeur agrégé à la Sorbonne en droit. C'est l'un des meilleurs constitutionnalistes d'Afrique. C'est clair et net. Et lui, justement, a été au devant du combat pour dire à Faustin Archange Touadéra qu'il n'avait pas le droit de réviser la Constitution. Et donc la Cour constitutionnelle, la présidente Darlan, c'est suite à ça, justement, au fait que la volonté du président Touadéra a été retoquée grâce au soutien de toute cette société civile il a mis à la retraite professeur Darlan. Et justement, Jean-François Akanji Kombe, dont on parle, parce qu'il est au devant de la scène, il mène le combat depuis Paris, la résistance, comme il dit, sur le plan international. Et j'ai vu un communiqué du parquet de Bangui, du tribunal de grande instance, qui annonce des poursuites contre lui et un autre professeur, soi-disant parce qu'ils ont appelé à la résistance, trouble à l'ordre, etc. Mais vous vous rendez compte, professeur agrégé en droit de la Sorbonne, on ne va même pas rester là-dessus, constitutionnaliste de surcroît, il peut avoir tort, hein, c'est clair. Mais par contre, là, tout le monde sait que la Constitution est claire, mais menacer des gens comme ça, à ce niveau-là, mais c'est gravissime, il faut le dire. Et donc, c'est le cas de dire que ce qui se passe en Centrafrique devient très, très, très grave. Et si on ne fait pas attention, ça va être face à cela, qui peut arrêter Touadéra? Mais qui peut arrêter Touadéra? Vous savez qu'il est... Bon, il y a aussi cette guerre de puissance. Il est caché derrière Wagner, derrière les Russes. De notre côté, vous avez la France et la Russie, ça se joue là aussi. Donc, qui peut arrêter Touadéra? Mais au-delà de cet aspect-là, lui, il est assis. C'est pour ça aussi, lorsqu'on parle de présence militaire étrangère, que ce soit française, que ce soit russe, etc., il faut faire très attention. Parce que là, on le voit, le Mali, par exemple, on parle des forces russes, Wagner. C'est eux qui sont en Centrafrique. Hein, rémunérés normalement par Faustin Archange Touadéra, rien à voir avec l'État russe selon Poutine. Mais, vous voyez, il se base sur une protection de ces gens-là pour aller vers un troisième mandat. Donc, il faut faire très attention quand on manipule des présences militaires étrangères. On a comme l'impression qu'il s'agit plus de rémunérer pour sa sécurité personnelle, puisque cela ne sort pas aujourd'hui des caisses de... Oui, mais la sécurité personnelle, c'est quoi? La sécurité personnelle, c'est tout ce qui menace le président. Il faut les attaquer. Mais qu'est-ce qu'on fait de la société civile? Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui sont contre un troisième mandat? Comment ça va évoluer? Donc tout ça n'est pas très clair. Donc finalement, je pense que c'est une situation qui est grave. Pourtant, c'est un pays, comme l'a dit Sen tout à l'heure, qui est parti, qui était mal parti, mais qui a retrouvé une sorte de paix. Et Touadéra était vraiment la personne, quand il est arrivé, l'espoir pour vraiment stabiliser ce pays. Aujourd'hui, c'est le cauchemar. Moi, j'en ai parlé, ça fait des années que je parle de la République centrafricaine et avec mon collègue d'ailleurs, le professeur Jean-François Akanji Kombe, et vraiment, j'espère que voilà, il faut apporter le soutien à tous ceux qui sont menacés par ce régime-là et qui n'ont rien fait d'autre que de dire leur avis sur ce qui est en train de se passer. Par rapport à ce soutien-là, le 28 octobre dernier, le président centrafricain Touadéra a convoqué les diplomates accrédités aujourd'hui dans le pays pour les rassurer et demander leur soutien par rapport à cette situation-là. C'était suite à la mise à la retraite de Madame Danielle Darlan, mais cela ne semble pas avoir rassuré aujourd'hui ses partenaires internationaux, puisque des pays comme les États-Unis et d'autres aussi ont manifesté leur vive inquiétude face à ce qui se passe dans le pays. Déjà, selon vous, quelle posture aujourd'hui des partenaires internationaux face à ce blocage-là qu'on note dans le pays, c'est-à-dire en Centrafrique? Ça, c'était pour sauver seulement la face, parce qu'on a vu que Touadéra, vraiment, il joue trop au jongleur et il finira par avoir plusieurs balles d'ailleurs entre les mains. Parce qu'il est avec les Russes. Et c'est d'ailleurs, Daouda a évoqué un problème très important, la présence militaire étrangère. Parce qu'aujourd'hui, le groupe Wagner est en Centrafrique. Le président se croit tout permis actuellement. Et c'est un groupe qui est prêt aussi à tout. Vous voyez que c'est un pays déjà qui a connu la guerre civile. C'est un pays où le peuple sait rendre justice et sait aussi se faire justice. Mais aujourd'hui, personne ne lève le plus petit doigt par rapport aux décisions du président Touadéra. Et le jour où ça va éclater, il y aura encore plusieurs morts.
C'est pourquoi c'est très dangereux. Mais est-ce que ce n'est pas parce que ce peuple-là aussi ne veut pas faire retourner la Centrafrique à cette époque obscure que le pays a eu à traverser? C'est pourquoi c'est dangereux de plonger un pays dans une guerre. Parce que c'est l'occasion toujours rêvée par les dirigeants politiques pour vraiment profiter de cette situation et régler leurs propres comptes. C'est le cas aujourd'hui avec le président Touadéra. Aujourd'hui, il a convoqué des diplomates, il essaie de légitimer toutes ces décisions, mais on sait nettement que derrière, il y a toujours donc vraiment cette fausse note. Et il y a toujours mal donné par rapport à la loi parce que c'est des gens qui ne sont pas toujours légitimes et les décisions qui seront prises aussi ne seront pas légales et maintenant ils vont à nouveau donc imposer des décisions au peuple et c'est un pays qui n'est pas encore stable, hein. On le sait très bien, la Centrafrique. Et ce qui est dangereux c'est qu'aujourd'hui ils ont mis le groupe Wagner et c'est pas un beau matin qu'on peut se lever pour mettre fin à ces genres de contrats. On ne sait même pas la durée de ces mandats, de ces contrats par rapport à ces militaires. Aujourd'hui, on a poursuivi des professeurs. On risque encore d'écarter la crème de la Centrafrique qui pouvait donner la bonne constitution ou bien mettre le pays sur les rails et les écarter, ensuite continuer à diriger le pays selon ses rêves, selon ses projets, selon ses agendas. Et ce qui n'arrange pas toujours le peuple et n'arrange pas aussi le pays parce que le pays aujourd'hui, même le fait de passer à une crypto-monnaie, ça également, c'est une autre décision qui risque encore d'affaiblir le pays davantage. Et être avec les Russes ou être avec les Français, ce n'est pas ce qui est important. L'essentiel, c'était vraiment la souveraineté. Et quand on veut avoir la souveraineté, ça doit émaner du peuple. Cette situation également en Centrafrique inquiète aussi l'Organisation des Nations Unies. Mais pour en revenir aujourd'hui à ces solutions ou bien cette situation que traverse le pays, est-ce que cela ne risque pas aujourd'hui, Daouda, de plonger la Centrafrique dans une impasse institutionnelle, comme c'est le cas actuellement, avec une cour constitutionnelle jugée illégitime? Est-ce que cela ne va pas aussi rendre compliqué les décisions qui seront rendues par cette cour? Et un autre problème également, les décisions qui ont déjà été rendues par la cour. La crypto-monnaie, le Songa Coin de Touadéra y tient. La révision constitutionnelle également, Touadéra y tient. Et cette révision n'est pas possible selon la constitution de 2016. Donc une cour constitutionnelle dont les décisions ne sont passibles d'aucun recours, si elle revenait à revenir encore sur ces décisions, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une véritable impasse institutionnelle? Et même pour ce qui est des décisions qui seront issues de cette cour actuelle, qui est une cour intérimaire? Oui, la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle illégitime, c'est qu'on est en situation de coup d'État constitutionnel. On connaît les coups d'État anticonstitutionnels. Un président clairement élu, vous venez, vous l'enlevez, etc. Mais il y a aussi les coups d'État constitutionnels. Et en soi, la charte fondamentale, la Constitution, ça n'appartient ni au président, ni de la République, ça n'appartient ni au président même de la Cour constitutionnelle. On se trompe souvent en Donc face à cette situation, on a comme l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle, en tout cas qui est la Cour qui est habilitée à juger de la constitutionnalité des décisions et également d'être arbitre en matière électorale, qui semble être aujourd'hui l'arbitre le mieux placé pour juger de cette situation dans le pays. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Daouda Tall, éditorialiste, également président du think tank ID Sénégal. Merci d'avoir été avec nous. Merci Daouda, merci M. Sen, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci également à vous et merci à Ousmane Sen, journaliste, analyste politique, directeur de la radio universitaire de Dakar, UCAD FM. Merci également d'avoir été avec nous. Merci Daouda, merci à d'autres Daouda également. Il y a une concentration de Daouda et ça fait plaisir. Merci à tous vos téléspectateurs. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.